beaucoup, Léa. Merci pour l'invitation. C'est moi qui vais animer le panel d'aujourd'hui. Donc, l'année dernière, j'étais panéliste et cette année, j'ai le plaisir d'animer. Donc, je me présente, je m'appelle Amandine Gournay, je suis diplômée de la maîtrise en gestion de l'environnement et politique appliquée de l'Université de Sherbrooke en 2019. Et je suis présentement conseillère en développement durable et chargée de projet genre et environnement au Réseau des femmes en environnement. J'ai réalisé mon essai de maîtrise là, il y a quelques années sur l'écoféminisme dans une perspective d'adaptation au changement climatique. Donc, je m'intéresse vraiment beaucoup aux enjeux de genre et d'environnement depuis mon passage à la COP 24 il y a quelques années où le slogan No Climate Justice Without Gender Justice était beaucoup mis de l'avant en parallèle des négociations, puis ça m'avait vraiment beaucoup allumé là, sur les enjeux de genre et d'environnement. Donc, le panel d'aujourd'hui s'intitule L'intégration du genre pour une action climatique transformatrice. Donc, pourquoi transformatrice? Parce que, en fait, le discours qui est encore dominant consiste à voir les changements climatiques comme un problème scientifique qui va demander une solution technologique, technique, sans nécessairement venir transformer le paradigme, sans nécessairement venir s'attaquer aux causes profondes. Donc, le panel d'aujourd'hui, je le trouve tout à fait pertinent et intéressant. On va pouvoir parler un peu des défis, des opportunités que présentent les changements climatiques pour l'égalité des genres. On le sait, la crise climatique a des effets inégaux sur les populations. Les changements climatiques ne sont pas neutres du point de vue du genre. Donc, on va explorer enjeux, défis et solutions aujourd'hui. On va en parler avec nos deux panélistes. Donc, d'abord, on a la chance d'avoir Marianne Sarah Saulnier. Elle est diplômée d'un doctorat en anthropologie. Elle termine présentement une recherche postdoctorale à l'Université McGill sur l'impact des changements climatiques sur les inégalités sociales et sur la manière dont les migrations climatiques augmentent les violences basées sur le genre. Donc, elle est spécialisée sur les enjeux qui entourent les dynamiques de genre, les questions féministes, les impacts culturels et sociaux des changements climatiques. Donc, merci beaucoup, Marianne Sarah, d'être ici ce matin. Merci de l'invitation. Et on a aussi Molly Dujardin, donc, qui est conseillère en communication et rayonnement au Centre d'études et de coopération internationale, donc le CECI, à Montréal. Elle a une maîtrise en études internationales et elle gravite depuis 5 ans dans le domaine de l'engagement politique jeunesse, le développement international, les communications. Et elle fait partie de la délégation jeunesse de la COP 27 et elle est donc sur place aujourd'hui. Donc, merci, Molly. Donc, le panel va consister en leurs deux présentations, puis on va terminer avec un regard, ce qu'on appelle un regard croisé, donc une question que je vais leur poser à toutes les deux. Et puis, à la toute fin, on aura une période de questions, si jamais vous avez des questions pour elles. Donc, peut-être, on m'a demandé de faire une courte présentation sur ce qu'est l'écoféminisme. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont familiers avec l'écoféminisme. Donc, rapidement, pour moi, l'écoféminisme, c'est un cadre conceptuel qui peut être vraiment intéressant pour repenser la crise climatique et ses solutions. Donc, l'écoféminisme, c'est vraiment la conviction qu'il existe des liens indissociables entre, d'une part, la domination des femmes et d'autre part, la domination de la nature. Donc, c'est un mouvement qui a pris racine, on pourrait dire à partir des années 60 aux États-Unis. On avait vraiment une effervescence de mouvements de contestation. Donc, on avait les mouvements afro-américains, les mouvements antinucléaires. Il y avait aussi la deuxième vague de féminisme avec la libre disposition de son corps, la contraception. Donc, tous ces mouvements de contestation-là ont créé une espèce de terrain qui était super fertile pour venir faire le pont entre différentes formes d'oppression. Sinon, on attribue à Françoise d'Aubonne, donc en 1974, là, le terme écoféminisme. Donc, dans son ouvrage Le féminisme ou la mort, Françoise disait notamment le rapport de l'homme à la nature est plus que jamais celui de l'homme à la femme. Donc, elle venait vraiment ici faire le rapprochement. Le mouvement plus, on pourrait dire, terrain là, de l'écoféminisme, on peut dire que dans les pays occidentaux, c'est né dans
un peu en parallèle avec le contexte politique des années 1980, donc avec la course à l'armement nucléaire. Donc, l'écoféminisme a débuté comme étant très, très actif dans les luttes contre le nucléaire, là, notamment aux États-Unis. Donc, les femmes disaient avoir peur pour leur vie, pour la vie de leurs enfants. Et c'est né un petit peu comme ça, notamment l'accident nucléaire de Three Miles Island là, est comme un peu connu comme un élément déclencheur là, à ce que les femmes se rassemblent autour de cet enjeu-là. Et puis, ben, c'est dans les années 90 qu'il y a eu institutionnalisation des perspectives de genre et d'environnement, notamment à l'ONU. Donc, voilà, des écoféminismes, c'est multiple. Là. Donc, il y a plusieurs courants, notamment écoféminisme social, un écoféminisme plutôt radical, spirituel, éthique, etc. Du Sud aussi. Donc, au Sud aussi, dans les années 1970, là, je pense notamment au mouvement Chipko, à qui on a apposé l'étiquette aussi d'écoféministe. On pense aussi à Vandana Shiva, qui est une figure là, importante de l'écoféminisme du Sud ou des Suds. Donc, ce qui est intéressant avec ce mouvement-là, ce courant-là, c'est pour moi, c'est à la fois une critique féministe du mouvement environnemental et c'est à la fois une critique écologiste des mouvements féministes. Donc, c'est une lentille qui est vraiment intéressante. Ça vient aussi avec tout un système de valeurs pour une action climatique juste. Donc voilà, je pense qu'on doit s'entendre ce matin là, entre nous là, que c'est nécessaire que la réponse à la crise climatique soit féministe et intersectionnelle. Je pense que mes collègues vont en parler un petit peu juste après. Puis d'autant plus qu'on n'est pas là encore hein, dans une réponse climatique qui est féministe, intersectionnelle. On pense peut-être que Molly, tu pourras en parler, le genre qui est encore un élément écarté des négociations climatiques internationales. Je pense aussi à notre plan québécois, le cadre qu'on a pour la lutte au changement climatique, qui est notre plan pour une économie verte, dans lequel le genre est vraiment un angle mort. On met beaucoup l'accent sur justement des solutions plus technologique. Là, on parle beaucoup d'électrification, de l'importance du secteur industriel, qui est un secteur finalement où les femmes sont sous-représentées. Donc, le risque, c'est que les femmes soient absentes des mesures proposées, soient finalement absentes des solutions. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais passer la parole en fait à Marianne Sarah. Marianne Sarah, tu pourras nous présenter de quelle façon les changements climatiques impactent de manière disproportionnée les femmes à travers le monde. Elle va aussi nous parler des actions immédiates apportées pour remédier à cet enjeu. Donc, Marianne, je te cède la parole. Oui, super. Donc, merci à tous pour l'invitation. Je suis vraiment contente d'être là. Dans les prochains 15 minutes, en fait, ce que je vais faire, c'est que, je vais parler de l'importance d'avoir un regard intersectionnel lorsqu'on parle des enjeux actuels entre genre et environnement. Moi, la grande majorité de mes recherches jusqu'à présent pour ma maîtrise, mon doctorat, mon post-doctorat, c'était en Inde. Je me suis vraiment intéressée plus aux violences basées sur le genre à travers les migrations climatiques, à travers la réaction face au changement climatique. Mais dernièrement, j'ai aussi dirigé la vie pour le climat, pour une transition écologique juste à Montréal. Donc, je vais parler de mes recherches face à la migration climatique, aux inégalités de genre en Inde, plus particulièrement là où les changements climatiques sont particulièrement dévastateurs et ont vraiment un impact direct sur les femmes. Mais je vais parler aussi, je vais faire des ponts avec Montréal, avec la recherche que je considérais comme étant novatrice, considérant qu'il y a très peu de recherche en Occident sur le sujet. Je vais faire des ponts aussi avec ce qu'on observe à Montréal, puis comment est-ce que cet enjeu-là vient aussi nous toucher en Occident ici, et particulièrement en milieu urbain, ce qu'on voit très peu souvent dans les recherches. Donc, pour commencer, je sais que Molly va faire aussi une partie de cette recherche-là, elle ira probablement plus en profondeur, mais c'est impossible d'aborder le sujet sans nécessairement faire une mise en contexte. Donc, désolée si je répète quelques infos que tu vas sûrement très bien expliquer toi-même. Donc, la raison pour laquelle c'est important de parler du genre, c'est qu'il faut comprendre qu'en état de crise, toutes les inégalités sociales qui sont déjà existantes sont toujours aggravées. Donc, nous, on l'a vu avec la pandémie, par exemple, les riches sont devenus plus riches, les pauvres sont devenus plus pauvres, mais c'est la même chose avec les inégalités de genre. Donc, c'est la
même chose avec les changements climatiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que mondialement, les femmes font partie de 60% de la population qui vit sous le seuil de la pauvreté et elles représentent aussi 60% des personnes qui souffrent chroniquement de la faim. Donc, nécessairement, si la crise climatique aggrave les inégalités qui sont déjà existantes, bien, c'est sûr que ça va aggraver la situation des femmes et c'est encore plus dur pour les femmes qui sont à la croisée de différentes oppressions. Donc, une des importances de reconnaître un peu la réalité multiple des femmes, d'avoir un regard qui est intersectionnel. Maintenant, le lien qu'on pourrait faire vraiment de manière directe, je dirais surtout pour les pays du Sud, c'est l'idée que mondialement, on estime que les femmes s'occupent des terres agricoles. Donc, elles s'en occupent, elles ne sont pas propriétaires, mais c'est elles qui sont la main-d'œuvre principale. Entre 70 et 80%. En Inde, c'est environ 70% des terres agricoles qui sont tenues de manière informelle par les femmes. Donc ça s'explique pour toutes sortes de raisons, principalement parce qu'on est dans une section du monde où les femmes, généralement, en Inde, pratiquent la purdah, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment recluses à l'espace privé, elles ne peuvent pas avoir un emploi, habiter le monde public, ce qui fait que généralement, le travail qu'elles vont faire, ça va être un travail d'aider à la maison. Généralement, les familles très pauvres vont avoir une terre, donc elles vont aider à la terre. Par contre, souvent, par un souci économique, bien, le mari va être parti ne serait-ce davantage pour gérer la terre, pour essayer de trouver un emploi autre, pour essayer de doubler les revenus, ce qui fait que souvent, les femmes se ramassent tout seules à gérer la terre. Elles ont très peu de pouvoir décisionnel, étant donné que c'est dans des sections du monde où les femmes, lorsqu'elles sont jeunes, par exemple en Inde, c'est le cas, lorsqu'elles sont jeunes, elles appartiennent à leur père. Quand elles se marient, elles appartiennent à leur mari. Et quand le mari décède, elles appartiennent à leur fils, ce qui fait qu'elles ont très peu d'agentivité elles-mêmes pour leur propre existence, ce qui fait que lorsque c'est le temps de prendre des décisions sur le coup pour des terres, bien, souvent, elles ont beaucoup de connaissances parce qu'elles savent gérer les problèmes qui se passent, mais elles ont très peu d'agentivité pour prendre des décisions. Ce qu'on a remarqué d'intéressant, mais de très triste, c'est par exemple durant le tsunami qu'il y a eu en Asie du Sud en 2004, bien, on estime que 80 et 90% des décès étaient des femmes et des enfants. Une des raisons, bien, c'est entre autres parce que souvent les femmes sont seules sur les terres, donc c'est un des endroits qui étaient les plus touchés par le tsunami, mais c'est aussi parce que c'est des endroits du monde où les femmes sont recluses à l'espace privé. Les documents ne sont pas à leur nom, ce qui fait que souvent, ils sont au nom de leur mari, ce qui est généralement absent, ce qui fait que c'est pas leur nom qui est sur l'adresse. On pense qu'il y a personne là sur la terre où elles habitent, donc on va pas les informer. Souvent, elles n'ont pas de cellulaire parce que c'est leur mari qui a un cellulaire, ce qui fait qu'elles sont pas au courant de ce qui se passe. Et c'est aussi, par exemple, pour les femmes qui font la purdah en Inde, un endroit où les femmes ne peuvent pas sortir seules, non accompagnées. Généralement, ils leur font un tuteur pour sortir de la maison parce que c'est un gros tabou social, ce qui fait qu'il y a beaucoup de femmes qui ne s'enfuient pas lorsqu'il y a des cataclysmes de ce genre-là, ce qui fait que ça explique le plus grand nombre de décès. Ça, c'est pour ce qui est des terres, mais une autre raison, puis ça, on va le voir aussi à Montréal, qui explique un rapport différencié face au changement climatique, c'est les tâches qui sont socialement associées aux femmes. Comme dans ce cas-ci, pour ce qui est des femmes dans les pays du Sud, généralement, socialement, le fait de s'occuper de la terre, c'est associé surtout à la femme, mais aussi aller chercher de l'eau ou aller chercher du bois, aller chercher de la nourriture. Donc, c'est ce qu'on appelle du travail reproductif, c'est-à-dire s'occuper des gens qui sont à charge, mais aussi s'occuper de tout ce qui est de la nourriture, tout ce qui est tâches domestiques. Mais ça, par exemple, dans un contexte de changement climatique, bien, ça peut expliquer, par exemple, aller chercher de l'eau, ça peut prendre 15-20 km par jour. Plus les changements climatiques sont graves, plus il y a de la sécheresse, plus il faut aller loin. Donc, plus une tâche qui devient difficile, qui devient lourde dans la vie des femmes. C'est la même chose aussi pour le bois. Ça peut impliquer de devoir sortir de son village, ce qui nous met nécessairement plus à risque face à des activités, à des drames sexuels, par exemple. Donc, c'est quelque chose qu'on remarque. Maintenant, ça a été mis en contexte, je vais parler un petit peu de la migration climatique parce qu'on en parle peu. La raison pour laquelle on en parle peu, c'est pas parce que ça se produit pas, bien entendu, mais c'est surtout parce qu'ici, en Occident, on n'entend pas parler de la migration climatique parce que ceux qui migrent ici pour des raisons climatiques, souvent, ce sont des raisons secondaires. Ceux qui sont capables de migrer en raison des changements climatiques, c'est des gens souvent qui ont un certain revenu, déjà sont quand même plus riches que d'autres, ce qui fait que ceux qui vivent de front les changements climatiques sont obligés de partir en état d'urgence. Ce n'est pas eux qui viennent généralement au Canada. Il y en a, mais c'est dans des contextes plus particuliers. Mais par exemple, pour ce qui est des pays du Sud, il n'y en a pratiquement aucun. Souvent, ça va être des raisons qui sont secondaires. Ce qu'on sait
et ça c'est prouvé scientifiquement, c'est que les changements climatiques, ça accélère les menaces et les conflits dans le monde. On l'a vu par exemple en Syrie, avant la guerre civile, il y a environ 2 ans de sécheresse qui explique des tensions, qui explique un appauvrissement des gens, ce qui fait que ça venait mettre le pays sous tension, puis ensuite ça crée des guerres. Donc, ce qu'on remarque, c'est que les changements climatiques ont vraiment un impact là-dessus. Et toutes les situations de crise armée ont un impact sur les violences envers les femmes. On peut penser au mariage forcé, on peut parler au viol, au meurtre. Donc, les États armés ont toujours un impact, puis souvent, les changements climatiques en sont de plus en plus responsables. Ça a un impact sur les violences exacerbées par les divisions de rôles de genre et d'isolement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on est obligé de migrer pour une raison climatique quelconque, l'idée, c'est pas de changer de pays absolument, d'aller très loin. Généralement, les gens, ils veulent pas quitter leur propre terre. Ce qu'ils veulent, c'est tout simplement se mettre à l'abri, le temps de pouvoir revenir. Ce qui fait que souvent, on va traverser quelques frontières, on va faire une couple de kilomètres, parfois 30, 50 kilomètres, mais le but, c'est de revenir à la maison éventuellement. Donc, lorsqu'on bouge, on est dans un autre environnement, souvent qui n'est pas adapté à nous recevoir en grand groupe, ce qui fait que souvent les refuges ne sont pas adaptés pour recevoir autant de personnes, puis ne sont surtout pas adaptés pour prévenir des violences envers les femmes. Ce qu'on sait, là, par exemple, au Bangladesh, là, on estime que 93% des femmes qui ont été rencontrées, qui ont fréquenté des shelters, ont considéré que ce n'était pas adapté pour les femmes et même que c'était dangereux. Donc, il n'y a pas d'espace pour l'intimité, pour changer, pour prendre sa douche. Mais aussi, la division des rôles entre les hommes et les femmes sont reproduits à l'intérieur des shelters, c'est-à-dire que c'est encore elles qui doivent s'occuper de faire à manger, d'aller chercher de l'eau, aller chercher du bois. Sauf que là, elles ne sont pas dans leur environnement, ce qui fait qu'elles sont dans un endroit qu'elles ne connaissent pas. Elles doivent faire des longues distances seules pour aller chercher ces denrées-là, mais dans un milieu qu'elles ne connaissent pas, souvent un milieu dans lequel ces migrants-là ne sont pas le bienvenu, ce qui fait que ça vient augmenter les possibilités de violence à leur égard. Un petit aspect aussi qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que je disais que la plupart du temps, les gens ne veulent pas quitter leur pays, ils veulent revenir à la maison, c'est le lieu où ils habitent. On estime que le 3/4 des migrations climatiques à ce jour se font à l'intérieur même d'une frontière. Donc, on vient pas. Les gens ne s'en viennent pas dans un autre pays nécessairement, ils font juste bouger en état d'urgence. Donc, c'est quand même 3/4, c'est-à-dire qu'il y a juste un quart là, qui est une migration internationale dans l'idée de refaire sa vie ailleurs. Entre autres parce que le statut de migrant climatique, ce n'est pas quelque chose qui est reconnu encore à ce jour. Aujourd'hui, pour être réfugié climatique, pour être réfugié, il faut vraiment sentir que, faut vraiment prouver que tu étais opprimé pour des raisons religieuses, politiques, pour ton identité dans ton pays. Ça ne peut pas être pour des raisons climatiques qui sont là, qui sont irréversibles, qui sont dangereuses, mais qui sont extrêmement progressives, ce qui fait que c'est un statut qui n'est pas reconnu. Aussi, je dirais qu'à ce jour, on estime qu'il y a 2 à 3 fois plus de gens qui migrent pour des raisons climatiques que pour des conflits armés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la migration climatique, elle est là. Elle a clairement un impact pour les femmes, mais on a tendance à donner plus d'importance aux migrations causées par des guerres parce que probablement que l'impact semble plus direct et plus violent sur le coup, alors que l'autre est plus progressif. Toutefois, les migrations climatiques sont vraiment là. C'est rendu impossible là, de les mettre de côté. Non, c'est l'autre bord. Voilà. Maintenant, je veux faire un petit lien avec la situation en Occident parce que ce que de particulier, on a des données sur les endroits où les changements climatiques sont les plus intenses, sont les plus dramatiques. On a aussi des données là où la division entre les hommes et les femmes, elle est extrêmement évidente. Il y a vraiment une grande disparité entre les hommes et les femmes. Mais il y en a ici aussi. On a des changements climatiques. On a une inégalité entre les hommes et les femmes ici en Occident seulement parce qu'elles sont moins évidentes. On a tendance à moins y donner d'importance ou du moins de ne pas collecter tout de suite des données. Par contre, c'est quelque chose qui est important. Quand on regarde la littérature, là, il n'y a pratiquement rien, non seulement sur les milieux urbains, mais aussi tout simplement dans le milieu occidental. Donc, moi, je suis membre du Conseil des Montréalaises et pour répondre un peu à cet angle mort-là, on a mené une recherche qui est sortie justement en novembre où on essaie de connaître l'impact différencier des changements climatiques auprès des Montréalaises. Et on a retrouvé des données qui viennent vraiment corroborer le consensus scientifique à ce propos-là, c'est-à-dire que ça a un impact. Je vous donne un exemple, là, juste à Montréal,
on a fait une superposition des cartes de défavorisation matérielle et sociale avec des cartes d'îlots de chaleur et d'inondation. Puis on a trouvé une correspondance qui est pratiquement parfaite. Donc, il y a 11 zones qui retrouvent une correspondance parfaite à Montréal. Et ce qu'on a réalisé, c'est que ça impacte, oui, surtout les gens qui sont pauvres, mais à Montréal, au Canada, les gens qui sont parmi les plus pauvres, ce sont les femmes. De un, parce qu'on le sait, il y a une disparité, un écart de revenus substantiel. Mais aussi, les femmes ont plus tendance à être locataires que les hommes. Ce qui fait que nécessairement, ils ont tendance à aller dans des lieux à Montréal, c'est comme ça aussi dans le reste du Canada, mais des lieux à Montréal où les logements sont moins bien adaptés aux îlots de chaleur, aux écarts de température. Par exemple, durant les grands froids, elles vont être obligées de cesser de chauffer pendant un certain temps, même si le logement est mal isolé, parce que ça fait vraiment augmenter la facture d'électricité, ce qui est vraiment un fardeau économique pour elles. À l'inverse, durant les grandes chaleurs, bien, ça devient des logements qui sont super étouffants, donc elles n'ont pas le choix de sortir. Par contre, souvent, elles n'ont pas de balcon, elles n'ont pas de jardin, ce qui fait qu'elles doivent aller dans des parcs pour se rafraîchir. Mais on remarque aussi à Montréal qu'il y a une disparité, une inégalité dans la disparité des espaces verts, ce qui fait que souvent, elles sont obligées de sortir de leur quartier pour être capables de se réchauffer, ce qui est déjà ici une inégalité quant à la résilience face au changement climatique, mais c'est encore pire quand on considère que souvent, ces lieux-là en périphérie de Montréal sont mal desservis par les transports en commun, ce qui fait que ça vient rajouter une charge sur le dos des femmes. On pense aussi que les changements climatiques, et ça c'est prouvé dans le monde, augmentent le prix des denrées alimentaires. Ça a un impact directement sur les communautés qui sont les plus pauvres, notamment les femmes, ce qui fait que souvent dans ces régions-là de Montréal, comme par exemple dans l'est de Montréal, c'est un véritable désert alimentaire. Donc, si les prix des denrées ont augmenté, bien, c'est sûr que les commerces de proximité, les prix sont plus chers, sont obligés d'aller plus loin. Par contre, pour les femmes qui n'ont pas de voiture, ça veut dire faire des longues distances en autobus. Il faut faire l'épicerie à plusieurs reprises pour être capable de tout transporter, sachant que ça a un gros impact sur leur travail reproductif, puis sur la charge que ça représente dans leur vie. À ce moment-là, ils vont avoir tendance à faire leur épicerie plus proche, mais à ce moment-là, on va voir la facture monter. Tout ça, ça a un impact sur les femmes parce que la tâche reproductive, on le sait au Canada, c'est à peu près 80% des femmes qui le font plutôt que les hommes. Donc, s'occuper des personnes à charge, s'occuper des tâches domestiques, de la bouffe, c'est les femmes qui s'en chargent, mais ce qu'on remarque, c'est que non seulement les personnes à charge sont plus nombreuses en raison des changements climatiques, des maladies, des îlots de chaleur, des vagues de chaleur, mais c'est la même chose aussi avec le prix des denrées qui augmente, qui mène une charge sur la tâche reproductive, mais aussi le besoin de s'adapter au changement climatique, ce qui est pas possible. Puis finalement, dernier point, bien, on remarque que les Montréalaises, comme le reste dans le monde, sont vraiment sous-représentées pour ce qui est des décisions face au changement climatique, à l'adaptation au changement climatique. Donc, ce qu'on remarque, c'est que et c'est prouvé scientifiquement, les femmes ont tendance à vouloir se mobiliser davantage pour leur environnement immédiat en raison tout simplement que ça a un lien direct avec leur tâche reproductive. Donc, il y a beaucoup de femmes qui veulent s'impliquer, c'est ce qui est revenu dans l'idée de Montréal, mais qui avaient peu d'espace pour le faire parce que le genre est tout simplement pas pris en compte en ce moment dans le plan climat à Montréal. Donc, pour finir, avant de laisser la parole à Molly, bien, je dirais que ce qui manque en ce moment, ce sont des données qui sont genrées, intersectionnelles, locales, pour pouvoir les ajouter au plan climat, que ce soit mondialement, mais aussi tout simplement localement à Montréal. Et je dirais que pour la solution d'adaptation qu'on verrait dans le monde, bien, c'est sûr que ça devient... à ce point-ci, c'est difficile en état de crise de pouvoir reconnaître le genre nécessairement parce que justement en état de crise, souvent on va essayer de réparer les pots cassés, mais ce qu'on remarque, je dirais de façon très directe, ce serait de au moins donner de l'argent, rendre les refuges qui sont plus sécuritaires, mais je dirais aussi d'essayer de trouver des solutions d'adaptation qui ne sont pas basées sur l'action individuelle, sur le travail reproductif, mais davantage dans une idée d'aménagement urbain et de politique publique. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour de ma petite présentation. Merci beaucoup, Marianne-Sara. C'était super intéressant. Puis, je suis contente que ça soit enfin mis en lumière, là, ici aussi, les impacts que les changements climatiques ont sur les femmes. Donc, merci beaucoup. C'était super pertinent. Je vais passer la parole à Molly. Donc, Molly qui va nous parler de la réalité des communautés des femmes du Sud, des enjeux quant à l'intégration du genre dans l'action climatique, de justice féministe intersectionnelle et de perte et préjudice. Donc, Molly, je te laisse la parole. Oui, merci. Je voudrais juste mettre un petit contexte. Donc, je suis présentement à la COP et
La seule connexion Internet que j'ai trouvée est dans une salle avec 400 autres personnes. Alors, je suis vraiment désolée s'il y a du son. Je veux aussi rappeler que je travaille pour le CECI, qui est une organisation internationale de coopération volontaire. Puis ma participation à la COP est dans le cadre d'une délégation jeunesse de l'ACOSI, qui est un regroupement de 70 organisations québécoises de coopération volontaire. Donc, je vais porter un chapeau de plaidoyer aujourd'hui, puis je vais partager, dans le fond, les revendications aussi à travers ma présentation. Je voudrais vous parler d'abord de l'impact différencié des changements climatiques sur les femmes des régions du Sud ou des Suds, puis de la justice climatique. Donc, il y a certains groupes qui sont plus vulnérables que d'autres aux impacts des changements climatiques. Si on fait tous face à la même tempête, on n'est vraiment pas dans le même bateau. Il y a un impact différencié sur les femmes et les populations du Sud, non pas parce qu'elles n'ont pas... mais en fait, c'est parce qu'elles n'ont pas les mêmes moyens, les mêmes privilèges, la même marge de manœuvre, non pas parce qu'elles ne sont pas mobilisées. Au contraire, elles sont ultra mobilisées. Mais dans le fond, les systèmes d'oppression dans lesquels elles gravitent, ils ont un impact direct sur leur représentation dans les sphères de décision, notamment par rapport au financement puis sur la portée de leur voix et de leurs revendications. Donc, il existe une réalité que je constate à travers mon travail. Il y a vraiment une déconnexion, selon moi, entre l'intérêt international puis l'intérêt du local au Québec. Donc, moi, je suis fièrement québécoise. Je viens d'une famille pour qui le Québec puis ses intérêts sont fondamentaux. Mais c'est comme si on ne pouvait pas voir plus loin que ça puis qu'on se ferme les yeux, selon moi, volontairement pour voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, malgré le fait qu'on a une responsabilité envers le reste du monde pour de nombreuses raisons. On a une consommation qui est excessive au Québec, puis on baigne littéralement dans un bain de privilèges. Puis je pense, par exemple, à notre territoire. On ne réalise pas qu'on contribue directement à des systèmes d'oppression. Puis là, je pense aux aliments qu'on consomme. On n'a aucun problème à ce qu'ils proviennent des quatre coins de la planète, mais lorsqu'il est question de prendre connaissance des réalités que des populations qui vivent sur ces quatre coins-là, c'est comme si subitement on ne se sent plus concerné. Donc, je voulais juste mettre ça en contexte. Si on a autant besoin d'une partie du monde, la moindre des choses, c'est de les écouter puis de prendre en considération leurs besoins dans l'action climatique. Puis j'aimerais amener une nuance. Là, les femmes et les communautés du Sud ne sont pas vulnérables, mais c'est bien parce qu'elles subissent des répercussions des systèmes d'oppression, comme le patriarcat, le colonialisme, le racisme. Alors, ça les positionne souvent dans des situations de vulnérabilité. Puis en fait, ces groupes-là sont des acteurs, actrices de changement, sont porteurs de solutions concrètes, puis sont mobilisés, en fait, pour la justice climatique puis écologique. Les femmes, les communautés nous proposent des solutions, puis on a besoin, puis on est en mesure de les appliquer. Est-ce qu'on pourrait, pour une fois, être solidaire puis comprendre que la crise climatique, c'est international. Ça commence par des gestes chez nous, individuellement, mais c'est dans une mobilisation qui est mondiale, qui est adaptée, inclusive, équitable, qu'on va avoir un impact suffisant. Puis on ne va pas continuer d'alimenter puis de reproduire les systèmes d'oppression dans lesquels on vit là. Donc, comme il a été mentionné par Marianne Sarah, il y a des conséquences disproportionnées des changements climatiques sur les femmes et les minorités de genre dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. Puis les femmes ont des besoins puis une approche différente aussi face au changement climatique. Donc, tandis que les hommes, c'est ça, c'est toi, Amandine, qui disais ça, ils ont une tendance, par exemple, à plus miser sur des solutions techniques ou technologiques dans l'action climatique. Les femmes vont plutôt privilégier l'implication directe dans puis les changements de comportement. Pourquoi c'est difficile d'intégrer le genre dans l'action climatique? Donc, les lois, les politiques, les stratégies, les plans d'action qui visent la lutte au changement climatique, ils n'intègrent pas une approche genrée. Il y a une absence d'intégration de la dimension de genre dans la lutte internationale puis dans la lutte climatique au Québec aussi, autant au niveau des politiques gouvernementales, mais aussi dans la société civile. Donc, dans mon domaine, en développement international, les projets avec l'égalité de genre comme principal objectif sont inexistants en financement climatique. Mais pourquoi? Mon constat, c'est, puis là, je pense ici à Relais Femmes qui l'a bien mis en lumière, les groupes de femmes puis les groupes écologistes travaillent en silo sur ces questions-là, ce qui s'avère complètement inefficace pour faire avancer la lutte. Les groupes féministes travaillent sur les inégalités de genre, puis les groupes environnementaux travaillent sur l'action climatique. Mais la considération des deux luttes n'est pas là. Puis particulièrement au Québec. Les politiques, les plans d'action, les stratégies concernant l'égalité des genres ne ciblent pas, en fait, la protection de l'environnement. Pour être en mesure d'atteindre les réductions de gaz à effet de serre, puis de s'assurer que l'impact des changements climatiques puis les politiques visant les réductions de GES exacerbent pas davantage les inégalités de genre puis les inégalités sociales, il y a deux défis qui sont à relever selon moi.
Donc, il y a les groupes féministes qui doivent s'impliquer davantage dans la lutte au changement climatique, puis les groupes environnementaux qui doivent se préoccuper de l'enjeu de genre. En plus, il existe au Québec un manque de connaissances sur les aspects genrés des changements climatiques. On a vraiment un besoin criant d'éducation, de sensibilisation pour inciter des actions autant individuelles que collectives, comme j'en parlais plus tôt. Je salue le travail de mes consoeurs du Conseil des Montréalaises pour leur avis, qui est une toute première recherche, qui est une des toutes premières recherches sur la question, là. Donc, aller le consulter, c'est super intéressant. Il faut aussi créer des alliances stratégiques entre les groupes environnementaux, les groupes féministes, les communautés autochtones, bref, tous les groupes sociaux. Pourquoi? Parce qu'il est nécessaire d'aborder la question avec un point de vue intersectionnel. Je vais vous parler d'une des demandes qu'on fait à notre plaidoyer avec la COSI. Donc, dans le fond, on demande aux États qui ont le plus contribué à la crise climatique, dont notamment le gouvernement québécois et canadien, de faire leur juste part, de prendre des mesures visant à favoriser une plus grande justice climatique, en particulier pour les populations les plus affectées par les changements climatiques. Donc, l'absence de la dimension de genre dans les réponses aux changements climatiques risque d'exacerber les inégalités. Donc, en fait, selon moi, seule l'analyse féministe ou de genre qui tient compte des causes structurelles puis qui vise la transformation des rapports de genre pour éviter le glissement peut empêcher le glissement dans la complémentarité des sexes, le renforcement des stéréotypes. J'enchaîne justement sur la justice climatique féministe intersectionnelle. Donc, c'est une des solutions selon moi. Donc, les êtres humains sont pas tous égaux aux enjeux climatiques. Puis chaque épisode de crise, comme l'a mentionné Marianne Tara, accentue les inégalités qui sont préexistantes. Donc, l'approche intersectionnelle est fondamentale pour arriver à une justice climatique et à une adaptation climatique juste, parce que les stratégies et actions qui vont être mises en place doivent être modulées puis réalisées en fonction des besoins différenciés des femmes puis des communautés en situation de marginalité. L'intersectionnalité, c'est un outil d'analyse pour comprendre les intersections multiples des systèmes d'oppression, parce que le patriarcat ne peut pas expliquer à lui seul toutes les oppressions simultanées que subissent les communautés. Donc, la justice climatique féministe, ça signifie d'abord d'aborder la question des changements climatiques comme un problème social qui est complexe à travers une analyse intersectionnelle des relations de pouvoir. Ce type d'analyse-là, ça vise particulièrement les causes profondes des inégalités dans la transformation des rapports de pouvoir, puis la promotion des droits des femmes puis des communautés qui sont marginalisées. Donc, en fait, comment on applique l'intersectionnalité? Ben moi, je pense que ça passe par la justice climatique. Ça prend des fonds pour ça. Donc, il faut se donner les moyens pour orienter une justice climatique. Donc, une autre de nos demandes, c'est d'augmenter le financement dédié spécifiquement à des initiatives par et pour les populations les plus affectées par les changements climatiques, puis respecter rétroactivement la promesse de financement par les pays du Nord de 100 milliards de dollars par an qui a été promis. Donc, ça a déjà été promis en 2020. On approche 2023. Et cette promesse-là prenait fin, c'était entre 2020 et 2025. Donc, on arrive à terme et on n'a pas vu cet argent-là encore. Donc, pour que cet argent-là soit utilisé afin de promouvoir la justice climatique et participer au financement des pertes et préjudices des pays vulnérables puis des victimes des changements climatiques. Pour vous donner un contraste, là, en ce moment, les pays des Sud, ils vont devoir assumer 75% des coûts liés aux impacts climatiques, mais ils sont historiquement responsables juste de 10% des émissions de carbone. Il y a donc une inégalité complète face à la responsabilité des impacts environnementaux. Et donc, une autre thématique que je voulais aborder avec vous, c'est les pertes et préjudices puis la responsabilité des États dans la même perspective. Donc, un petit mot sur la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Les pays industrialisés se sont engagés en 1994. Ça fait longtemps, là. J'étais pas née. Dans le cadre de cette convention, à soutenir les activités de lutte contre le changement climatique dans les pays en développement en apportant un soutien financier supplémentaire que ce qui avait déjà été mis aux actions de lutte contre le changement climatique. Donc, cette convention-là, elle reconnaît la vulnérabilité de tous les pays aux effets des changements climatiques, puis elle appelle, dans le fond, un effort particulier pour atténuer les conséquences, notamment par les pays en développement qui n'ont pas les moyens de le faire seuls. Un système de subventions puis de prêts a été mis en place dans le cadre de la Convention, puis géré par le Fonds pour l'environnement mondial. Mais il faut comprendre que la situation des pays du Sud est due directement aux actions des pays du Nord. Donc, par le passé, mais encore aujourd'hui. Et il faut donc appuyer les communautés du Sud à s'adapter au changement climatique puis à diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre sans entraver leur progrès économique. Ça aussi, c'est très important.
Il faut le faire en parallèle. Il faut mentionner aussi qu'environ 70% du précédent financement climatique que le Canada est venu sous forme de prêts, puis seulement 30% sous forme de subventions. Ça a endetté davantage les pays vulnérabilisés au changement climatique. On ne peut pas juste donner des prêts, il faut donner des subventions aussi. Donc, il y a de l'argent, oui, pour appuyer la justice climatique, mais il faut qu'elle soit mise au bon endroit, puis il faut que sa gestion soit faite par des décideurs puis des décideuses représentatifs de la société civile. Donc ça, c'était en 1994. Cette année, la thématique des pertes et préjudices a pris vraiment une plus grande ampleur parce qu'on n'a pas, on est tanné des engagements, mais on a besoin d'action. Pour ceux qui ne savent pas, le concept des pertes et préjudices, ça désigne les dommages qui sont causés par les changements climatiques, puis tous les préjudices. Et puis moi, j'aime pas parler de dommages, je préfère parler de préjudices parce qu'il y a un aspect plus social. Donc, on parle des préjudices sociaux, des préjudices en termes d'adaptation, puis des préjudices matériels qui sont disproportionnés sur les populations dans le monde, puis leur part de responsabilité par rapport à la hausse de la température notamment. Bref, l'établissement de la responsabilité puis l'indemnisation pour les pertes et préjudices, c'est un objectif de longue date pour les pays vulnérabilisés. Par contre, les pays occidentaux résistent à l'idée de contribuer à cette indemnisation-là des pays les plus touchés, là. On attend du mouvement à la COP cette année par rapport à ça, puis c'est un des thèmes qui est important parce que le mécanisme international actuel pour les pertes et préjudices qui date de Varsovie se concentre sur la recherche puis le dialogue plutôt que sur l'établissement des responsabilités puis de vraies indemnisations financières. Donc, c'est vraiment un problème d'inégalité que les pays développés, plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, résistent. Donc, un autre élément de notre plaidoyer, c'est d'assurer une plus grande responsabilité de la part des États, principalement responsables des changements climatiques, envers les États les moins responsables et les plus impactés. Puis, un autre aspect que je vais terminer avec ça, dans le fond, c'est aussi qu'il faut qu'il y ait une meilleure représentation des groupes sociaux marginalisés dans les sphères de décision. Donc, ça a été dit, mais il faut le réitérer, les groupes sociaux marginalisés dont les femmes sont sous-représentées dans les instances décisionnelles. Juste pour vous donner une idée, là, seulement 13% des chefs de délégation qui étaient à la COP l'année dernière étaient des femmes. 13%. Donc, à ce rythme-là, là, on devrait atteindre la parité des genres dans les chefs de délégation à la COP en 2040. Puis, je veux juste vous rappeler que, non, je ne vais pas le rappeler parce que ça a déjà été dit, mais la grande partie des personnes qui vivent en situation de pauvreté sont des femmes, puis elles sont tout simplement pas considérées dans la prise de décision, encore moins incluses. Donc, elles sont moins... elles sont moins capables de faire face au changement climatique, en fait. Puis, pour conclure, dans le fond, j'ai rencontré un représentant du Togo hier qui me disait que la crise climatique, c'est une crise. Puis, on a vu avec la COVID comment la planète a été capable de se transformer rapidement puis apporter des changements pour répondre à une crise. Mais on ne traite pas les enjeux climatiques comme une crise, alors que c'est probablement celle qui nous compromet le plus puis de manière irréversible. Donc, il faut apporter des changements immédiats, il faut qu'ils soient inclusifs, justes, surtout qu'ils considèrent le genre puis les réalités de toutes les populations de la planète. Alors, voilà, merci. J'espère que vous m'avez entendu. Oui, merci beaucoup, Molly. On t'entendait super bien, c'était parfait. Merci, ça faisait un vraiment bon tour d'horizon des enjeux. J'ai mis le lien vers le plaidoyer de la COSI dans le chat, donc je vous invite à aller le consulter. Peut-être que je passerai, on avait une petite question à poser là, aux gens qui nous écoutent. Puis tu l'as mentionné, en tout cas en ce moment à la COP, je pense que tu dois constater, comme tu disais, que les femmes ne sont pas nécessairement celles qui sont le plus à la table des négociations. Donc, les femmes ne font pas nécessairement partie des voix qui sont le plus entendues. Nous, notre question qu'on avait pour vous, puis Super Léa l'a envoyée, là, vous devriez le voir apparaître sur votre écran, c'est est-ce que vous vous sentez limité dans votre participation à l'action climatique? Est-ce que vous sentez que votre voix est entendue ou est-ce que vous sentez que votre voix, elle est représentée? Donc, je vous laisse répondre.
Puis sentez-vous bien à l'aise. Si vous voulez rajouter là, dans le chat, vous le pouvez. Puis sinon, on aura l'occasion de reparler de ces réponses-là à la toute fin dans la période de questions. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas. Donc, la majorité, je peux partager peut-être les résultats. Je ne sais pas si vous les voyez apparaître. La majorité des gens, quand même, se sentent parfois ou souvent limités dans leur participation à l'action climatique. Seulement 4 % là, des répondants ont dit qu'ils se sentaient rarement limités, puis 13 % ont dit non, je ne me sens pas limité. Mais la majorité, quand même, là, semble sentir que sa voix n'est pas nécessairement entendue ou considérée. Donc, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. On pourra en reparler à la toute fin. On aura un petit 10 minutes de période d'échange de questions. Donc maintenant, on va rentrer dans la partie qu'on appelle regard croisé. Donc, c'est une question, dans le fond, pour nos deux panélistes. Donc, on a parlé des défis, on a parlé d'enjeux, d'impact. Puis maintenant, on se demande, selon vous, quelles sont les solutions à apporter pour intégrer le genre dans la lutte contre les changements climatiques et engendrer des actions qui sont profondément transformatrices. Donc, je vous laisse y aller. Peut-être Marianne en premier, Marianne Sarah. Oui, parfait. Moi, justement, peut-être pour être complémentaire avec Molly, moi, je vais y aller peut-être plus avec l'Occident, avec Montréal pour ce qui est des solutions. Moi, ce que je dirais, de un, ça rejoint un peu ce que Molly a dit tantôt. Je pense qu'il faut financer les initiatives qui viennent vraiment des secteurs qui sont les plus vulnérabilisés par les changements climatiques. Tantôt, je parlais d'11 secteurs qui ont été identifiés à Montréal, par exemple, en fonction de l'indice de défavorisation matérielle et sociale et des îlots de chaleur et problèmes d'inondation. Ce qui ressort, par exemple, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se mobiliser pour leur propre environnement, comme par exemple, il y a bien des femmes qui avaient mentionné dans les entrevues qu'on avait réalisées au Conseil des Montréalaises qu'elles voulaient, par exemple, participer à des activités de verdissement de leur arrondissement, qu'elles voulaient participer à des activités de jardinage, qui a un impact là, vraiment sur ta capacité de participer à l'amélioration de ton milieu de vie en raison des changements climatiques, sauf que c'est souvent des lieux où il n'y a pas d'espace vert, par exemple, donc il n'y a pas les solutions possibles pour être capable pour ces femmes-là de s'activer positivement. Donc, je dirais que ce serait vraiment d'aller donner du financement répété et constant dans les secteurs qui sont les plus touchés par les changements climatiques, qui sont les plus vulnérabilisés. Mais aussi, je dirais, un élément pour moi qui est vraiment très important, c'est qu'en ce moment, il y a des solutions, comme tu en parlais tantôt, Amandine, en introduction, qui sont vraiment de réduction des changements climatiques, qui sont vraiment très techno-économiques. On parle moins des solutions d'adaptation au changement climatique, puis généralement, les solutions qu'on a, c'est des solutions qui reposent sur l'activité individuelle, c'est-à-dire essayer d'aller plus vers le végétarisme, composter, faire plus de recyclage. Mais quand on regarde ces actions-là, souvent, ça tombe dans la cour des femmes, parce que ça vient toucher au travail reproductif. Par exemple, on peut penser, faire des lunchs pour les enfants qui ont moins de trucs qui ont moins de plastique ou moins de trucs jetables, de changer les repas pour essayer d'enlever de la viande, de composter, faire des produits DIY pour nettoyer qui sont moins polluants. Mais tout ça, c'est des choses qui tombent dans la cour des femmes, mais sinon, il n'y a pas tant d'autres solutions qui nous sont proposées. Donc, ça veut dire que vraiment, en ce moment, le fardeau sur l'adaptation des changements climatiques tombe vraiment sur les épaules des femmes. Moi, je pense que pour que ce soit plus juste, il faut qu'on se tourne davantage vers des solutions d'aménagement urbain, vers des politiques publiques. Pour ça, ça prend des données. Donc, c'est sûr qu'il faut récolter des données qui sont genrées puis qu'on les adapte au changement climatique, qu'on les appose au changement climatique. Mais c'est ça, je pense que les solutions doivent être revues, d'aller plus dans des organisations. Puis il y en a à Montréal très rapidement. Là, si je peux donner un exemple, dans le parc Extension, c'est un des lieux où il y a très peu d'espace vert. Donc, les gens, lors des grandes chaleurs, ne peuvent pas vraiment profiter des parcs, ne serait-ce que pour faire jouer les enfants. Ça, c'est un problème chez des mères de ces quartiers-là durant les grandes chaleurs. Mais il y a un projet qui s'appelle Parc École, c'est-à-dire que quand il n'y a pas d'école, les familles peuvent aller jouer dans les parcs avec les enfants pour profiter des peu d'espace vert. Donc déjà, ça, c'est un exemple d'adaptation au changement climatique, mais de s'adapter aussi en fonction de la réalité des familles qui sont plus défavorisées, pour lesquelles c'est pas toujours facile de sortir des quartiers. Ça rajoute un fardeau aux femmes qui généralement s'occupent des enfants. Donc,
C'est ça, c'est plus d'après moi, dans des solutions d'aménagement public puis de politique publique comme ça, d'aménagement urbain. Ah, merci. Molly? Oui, alors je continue avec notre plaidoyer, mais en fait, il faut soutenir la participation, selon moi, active des populations dans l'élaboration, la mise en œuvre des politiques climatiques. Puis j'irai plus loin, là, il faut assurer une représentativité d'au moins 50% dans l'ensemble de l'ensemble de ces populations dans les instances internationales de négociation climatique. Puis au Canada ou au Québec, il faudrait soutenir la participation active des groupes davantage touchés par les changements climatiques dans les instances de décision puis de négociation. Puis ils mettent sur pied en fait des comités consultatifs formés de ces groupes pour conseiller puis orienter l'action climatique au Canada puis au Québec puis à l'international. Donc, vous l'aurez compris, là, ma première solution, c'est une meilleure représentation des femmes et puis des groupes sociaux marginalisés dans les sphères de décision. Une autre idée qui pourrait être d'imposer aussi des quotas de représentantes dans les prises de décision à tous les niveaux. Ma seconde solution, c'est une intégration de genre dans les projets puis les activités climatiques, puis en fait que le genre soit tout simplement appliqué de manière systématique puis transversale. C'est un enjeu qui est transversal parce que toutes les femmes de la planète sont touchées par les inégalités de près ou de loin, même au Québec. On peut le voir avec la recherche du Conseil de Montréal, justement. Puis comme je l'ai mentionné, c'est l'un des défis majeurs de l'intégration du genre dans la lutte puis l'adaptation au changement climatique, c'est de démystifier autant le genre que les changements climatiques. C'est déjà le point de départ. Puis pour ça, il faut mieux faire comprendre à tous les acteurs et les actrices que les changements climatiques ont un impact différencié, et particulièrement auprès des groupes militants environnementaux qui travaillent moins autour de la question du genre. Il faut aussi faire comprendre ça aux groupes de femmes qui sont plus orientés vers la défense des droits, puis les représentants gouvernementaux. Donc, pour moi aussi, j'ai un profil donc il est important de vulgariser le discours sur les changements climatiques puis adopter des stratégies de communication, d'éducation puis de sensibilisation adaptées puis efficaces. Aux États-Unis, il y a plus de 900 millions de dollars qui ont été injectés entre 2003 et 2010 dans le contre-mouvement qui vise à réfuter les analyses scientifiques sur les changements climatiques. 900 millions de dollars, ça n'a aucun sens. On doit mettre la même énergie pour des communications de sensibilisation. Là. Et il faut aussi favoriser des approches qui sont globales, dans le sens où tout est relié. Là. La lutte au changement climatique, la crise alimentaire, la subsistance des groupes vulnérabilisés, l'accès à l'éducation, l'économie inclusive, la migration, tout. Ma troisième solution, ça concerne les financements, puis ça va aider en fait à mettre en place ma première solution. Il faut des financements qui sont dédiés à la question de genre et climat parce que c'est un enjeu structurel, donc il faut une réponse structurelle. Finalement, on pourrait aussi imposer des quotas de consultation, de validation des politiques ou de conventions par des représentants des groupes marginalisés concernant les changements climatiques avant leur adoption. Puis je vous invite à consulter le plaidoyer de la COSTI que je défends pour avoir encore plus d'idées. J'ai entendu aujourd'hui par un groupe de militants pour les droits des personnes noires dans l'action climatique qu'il ne faut pas de nouvelles solutions. On les a déjà, les solutions. Elles sont proposées directement par les communautés impactées par les changements climatiques, donc on n'en a pas besoin de nouvelles. Ce qu'on a besoin, c'est des actions. Merci beaucoup. Puis aussi, tout à l'heure, tu parlais des groupes de femmes, groupes environnementaux qui ont tendance à travailler encore en silo. Donc, ça pourrait être une solution aussi, là, selon moi, de plus de collaboration entre ces groupes-là pour des échanges d'idées à ce niveau-là. Je pense aussi que c'est intéressant. Marianne Sarah parlait un peu de la charge mentale qui revient aux femmes par rapport aux solutions d'adaptation au changement climatique. C'est sûr j'ai l'impression qu'on a tendance à balayer beaucoup dans la cour des citoyens, citoyennes, de trouver des solutions ou en tout cas de limiter son empreinte sur l'environnement et tout. Je pense qu'un outil intéressant au niveau plus politique là, que nos gouvernements pourraient exploiter davantage, c'est l'analyse différenciée selon les sexes. Donc, je ne vais pas trop en parler, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais c'est un outil qui est vraiment intéressant pour vraiment venir analyser les impacts différenciés, notamment selon le genre, mais aussi
sur d'autres facteurs identitaires aussi, l'origine ethnique, statut socio-économique, autres conditions. Donc, c'est vraiment un outil intéressant. Au Canada, on parle d'analyse comparative entre les sexes et intersectionnelle, donc c'est ACS+. Puis à ma connaissance, les différents organes du gouvernement, du moins le gouvernement du Canada s'est engagé à l'appliquer, la CS+, à ses politiques, à ses programmes et différentes initiatives. Je pense que dans les faits, ce n'est pas encore vraiment fait, mais c'est un outil pour moi qui est super intéressant là, pour venir s'assurer qu'on n'exacerbe pas les inégalités en mettant en place des politiques d'adaptation au changement climatique, là. Donc, ça aurait peut-être été juste mon petit grain de sel. Il reste quelques minutes si jamais il y a des choses que vous voulez approfondir, si vous avez des questions, on aurait à peu près 8 minutes pour que nos panélistes puissent répondre à vos questions. Je vais aller voir dans le chat. N'hésitez pas à mettre vos questions. Je ne pense pas qu'il y en avait jusqu'à présent. Peut-être pendant que ça mijote dans votre tête, je vais juste demander à nos deux panélistes de nous suggérer peut-être une recommandation culturelle, donc un livre, un podcast que vous avez écouté, qui pourrait être utile là, pour continuer un peu la réflexion sur ce sujet-là. Oui, je peux commencer. Donc, je peux recommander le livre de Maïka Sandarchi, Perdre le Sud, qui est une bonne introduction au concept de développement international. Elle aborde une perspective féministe super intéressante, puis avec une perspective d'action climatique aussi. Puis, tant qu'à être là, je vais en dire deux. Il y a aussi le podcast Elle parle, qui est vraiment génial aussi, avec une variété de femmes inspirantes du Québec. Merci. Parfait. Ben, moi aussi, j'ai une couple de petites suggestions. D'ailleurs, c'est sans surprise que je vous suggère d'aller lire l'avis du Conseil des Montréalaises pour une transition écologique juste et féministe à Montréal, donc qui est disponible pour tous sur le site Internet. Mais aussi, je propose, j'aurais deux petites propositions culturelles. Il y en a une qui date mon Dieu, je pense que ça date de 2013-2014, donc c'est pas nouveau. Mais c'est quelque chose que j'ai revisité dernièrement, que j'ai trouvé vraiment magnifique, qui s'intéresse beaucoup au lien avec l'environnement, avec l'architecture aussi, pour être capable de s'adapter à des changements qui peuvent être des changements climatiques. C'est le documentaire Bidonville, architecture de la ville future, dans lequel on parle beaucoup entre autres, c'est pas la prémisse de base, mais on voit beaucoup l'adaptation, entre autres, des femmes à travers des changements urbains, par exemple, à travers l'aménagement urbain. Donc ça, je trouve que c'est très, très intéressant. Mais sinon, si on va vraiment plus de façon directe pour ce qui est de l'action climatique, je dirais un aspect qu'on n'a pas parlé aujourd'hui, c'est le lien avec les Premières Nations. Donc, un livre de Jen Gobi qui s'appelle More Powerful Together, Conversation with Climate Activists and Indigenous Land Defenders. Jen Gobi, qui est une activiste, mais professeure aussi à Concordia, super pertinente pour les changements climatiques, puis qui travaille vraiment de front avec les communautés autochtones. En ce qui est lié au changement climatique, bien entendu. Ouais, merci beaucoup. Oui, je pense qu'il y avait une question de Marianne Renaud-Robitaille. Je ne sais pas par contre comment donner la parole. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Ah, c'est bon, oui. OK, super, merci beaucoup. Merci pour vos présentations vraiment intéressantes. Je vais rebondir sur des choses que vous avez partagées parce que ça m'interpelle par rapport au Québec, la situation du Québec, là, qu'il y a des groupes de droits des femmes, puis il y a des groupes qui sont davantage dans l'action climatique. Moi, je côtoie beaucoup des groupes qui sont dans l'action climatique, puis je dois vous avouer que je me suis reconnue là-dedans, c'est dans des groupes à l'extérieur de Montréal, c'est plutôt complexe des fois d'aborder l'écoféminisme ou d'avoir une certaine analyse là, par rapport au féminisme. Donc, je ne sais pas si vous auriez des trucs concrets pour ouvrir le dialogue là, avec des groupes citoyens, par exemple, qui voudraient en parler davantage. Là. Il y a des membres qui veulent en parler plus, mais parfois, il y a une petite résistance. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait des ateliers? Est-ce qu'on fait
je me pose la question. Ouais, ben, c'est une super bonne question. En fait, ce qui ressort, c'est que c'est pas tout le monde qui vit de la même façon leur lien avec l'environnement, mais c'est pas tout le monde non plus qui voit, qui sont capables non plus d'avoir cette sensibilité-là, tout simplement par exemple, dans des entrevues qu'on avait faites avec le Conseil des Montréalaises, il y a des gens qui, oui, sont pour une adaptation plus juste, égalitaire, faire des gestes pour les changements climatiques, mais pour des gens, par exemple, qui sont en état de survie, ben pour eux, l'environnement, ça passe en deuxième. Il n'y a pas de temps à donner. Donc, je dirais que pour moi, ça passe beaucoup par de la sensibilisation, ne serait-ce que les gestes individuels, ben, pour moi, ça, c'est sensibiliser sur le fait que, généralement, ça tombe surtout dans le travail reproductif fait par des femmes. Les statistiques sont là, sont à 80%, c'est les femmes qui s'en occupent. Donc, je dirais que ça passe beaucoup par la sensibilisation. Mais je pense qu'il y a aussi une sensibilisation à faire face aux liens qu'on entretient avec l'environnement, avec les impacts que ça a sur notre propre vie. Donc, je pense que c'est une voie pour aller, pour l'aborder. Je ne sais pas si ça répond un peu. J'ajouterais aussi, c'est une réalité dans laquelle je suis confrontée à tous les jours, là. Ma vision du féminisme n'est pas la même que mes collègues en Bolivie ou au Sénégal. Puis c'est ça aussi la beauté du féminisme, c'est qui est inclusif, puis on est en acceptance de toutes les réalités puis des visions. Donc l'interprétation peut être différente aussi. Donc d'être dans une posture d'écoute, d'ouverture et tout simplement d'accepter les réalités qui sont différentes des nôtres. On a des différentes socialisations, on n'a pas vécu les mêmes choses, on ne vient pas des mêmes endroits, on n'a pas eu la même éducation ou expérience. Donc, on se doit absolument, lorsqu'on aborde cette question-là, d'être dans l'ouverture et pas dans le jugement. Puis ça va déjà aider une forme de dialogue. Puis c'est pas facile des fois parce qu'on est confronté à vraiment des éléments qui sont contre nos valeurs aussi quotidiennement. Mais pour arriver justement à faire des liens dans ce domaine-là, pour moi, c'est vraiment au niveau de notre posture aussi. Puis ça passe absolument par la sensibilisation, sauf qu'il ne faut pas essayer d'imposer notre vision ou nos données, nos recherches, mais vraiment d'être dans une posture d'échange, en fait, parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup à apprendre aussi des gens qui vivent les impacts des changements climatiques plutôt que nous. Parce que nous, souvent, ça passe par la recherche parce que c'est ça notre réalité. On est privilégié de pouvoir faire ça, mais il faut que ça soit une posture d'échange. Merci beaucoup. Merci, Marianne, pour la question. C'était tout le temps qu'on avait. Donc, on va finir là-dessus. J'espère peut-être qu'on va vous recroiser là, dans d'autres webinaires là, des dialogues pour le climat. Merci beaucoup d'avoir été là. On espère, en tout cas, j'espère qu'on vous aura un peu ouvert par rapport à l'importance d'une approche genrée, d'une approche intersectionnelle pour être vraiment efficace dans nos stratégies d'adaptation. J'espère aussi qu'on vous aura inspiré ce matin. Et puis, sur ça, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Et puis, merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Puis, merci à vous deux, Marianne, Sarah, Molly, d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir.